Nous rentrons donc maintenant en Product Learning, qui est la dernière étape de la partie approche produit. Je vais en prod, et là je vais considérer que c'est pas terminé. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans une approche prédictive, je suis dans une approche adaptative. Il va falloir que je comprenne ce qui s'est passé pour prendre des décisions business, et c'est le début de la partie Product Strategy. Qui suis-je ? Samuel, Technical Operation Manager chez Pixis. Donc on arrive tout à la fin, mais en fait c'est la fin, c'est le début du début. Pourquoi je dis ça ? Parce que globalement ce qui va se passer, c'est qu'on va mesurer, on va apprendre des choses. Et si je prends l'exemple des personas, normalement des personas ils doivent être basés sur de la data, sur de l'analyse. Et en fait, elles viennent d'où ces data ? Elles viennent souvent des sujets d'avant. Donc quand j'arrive en Product Learning, je vais générer la data pour les sujets d'après. Et éventuellement, je peux aussi faire des interviews utilisateurs pour comprendre ce qui s'est passé en production. Et ça va enrichir la partie Product Strategy qui est juste avant. Quand on arrive là, en gros, ce qu'on a, c'est quoi ? On a un thème, donc une ambition. On a nos lots de valeur. Et donc là, souvent, ce qu'on va faire, on va essayer de livrer lot de valeur par lot de valeur. Le petit truc qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir une zone tampon. Pourquoi ? Parce que si on est dans une approche continuous delivery, je peux avoir une différence entre j'ai livré et j'ai activé. Et là, ce qui va nous intéresser dans l'approche produit, c'est l'activation. Le fait d'avoir livré du code pas encore actif, on pourrait parler de code mort en prod. Bon, c'est bien sur la partie delivery, c'est bien si je faisais une vidéo sur la partie tech. Là, je fais une vidéo sur l'approche produit. Ce qui va m'intéresser, c'est l'activation. Donc en gros, j'ai quelque chose qui est prêt à être activé. Je vais l'activer et après, je vais pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Je vais vouloir prendre des décisions. En théorie. Donc pourquoi on mesure ? Quantitatif et qualitatif. Donc globalement, c'est quelle hypothèse on voulait valider. C'est ça les critères de succès. Quelles sont les variables pertinentes au regard de notre problématique ? Les variables que nous avons identifiées sont-elles accessibles dès à présent ? Donc en gros, ça c'est toutes des questions qu'on est censé se poser avant d'arriver là. Pourquoi ? Parce que quand on arrive sur la partie Product Delivery, toutes ces sondes, on va les mettre en place dans la partie Product Delivery pour être capable d'avoir l'information sur la partie Product Learning. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'il nous manque la data et donc on va avoir du mal à prendre des décisions. L'autre truc qu'il faut faire gaffe, c'est aussi la représentativité de la data, donc la qualité de la data. Si vous faites quelque chose et que vous tombez sur... il y a des événements qui sont prédictibles. Par exemple, Black Friday chez nous, on sait quel jour il tombe. Mais ce qui se passe des fois, c'est que vous pouvez avoir un événement non prévu, du style la reine d'Angleterre qui meurt, et ce qui peut provoquer un changement de comportement. Donc quand vous arrivez à la partie Product Learning, il faudra vous poser la question de la qualité, représentativité de la donnée. Et en gros, ce qui se passe, c'est comme ça qu'on le présente, c'est que la donnée va nous aider à prendre des décisions. Et pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut savoir justement quelle décision on veut prendre, et il faut avoir confiance dans la donnée pour prendre la décision. Et c'est là où je suis en train de parler en fait de quoi ? Des indicateurs 3 d'Ashmoria. Donc on va retrouver actionable, accessible, auditable. Je le fais en anglais et je le fais en français. Donc quelle décision allez-vous prendre grâce à cet indicateur ? Des fois, ce qui se passe, c'est que des gens mettent en place des tableaux de bord avec des mesures. Ça bouge et il se passe quoi ? Pas grand-chose. Donc là, ok, vous avez mesuré, mais ça sert à quoi ? Et donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc souvent, ce qui se passe sur certains tableaux de bord, quand on demande quelle décision vous prendrez par rapport à ça, ils ne savent pas répondre. Là, truc important, on est en train de parler d'approche produit, je suis en train de faire un change. Ce qui va m'intéresser, c'est savoir si le change il est bon. Je ne suis pas en train de parler d'un tableau de bord sur la partie run. Donc là, en gros, c'est vraiment se poser la question à l'avance, quelle décision on pourra prendre. Ok, si je sais ça, éventuellement, je vais arrêter de mettre du budget là-dessus, je vais partir sur une autre initiative. Donc c'est pour ça qu'on présente souvent la partie thème, ambition, big rocks, sur vraiment, d'un point de vue business, qu'est-ce que je vais vouloir faire. La partie accessible, c'est est-ce que moi j'arrive à comprendre ça ? Des fois, on dit qu'on devrait pouvoir regarder dans un aquarium et voir les poissons directs. C'est là où des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des indicateurs composites. C'est la moitié de la taille de la personne plus son poids divisé par 2 multiplié par l'âge du capitaine. Ok, à la fin, on a un chiffre, 10 272 et on devrait passer à 10 292. Ok, et là, quand on voit que le chiffre il bouge pas, il fait mais regardez, cet indicateur, il n'est pas au bon score. Oui, en fait, le problème, souvent, c'est que personne ne le comprend. Et donc, si on ne le comprend pas, on a tendance à ne pas prendre de décision dessus. Donc, c'est là où, des fois, il vaut mieux prendre un indicateur qui est plus simple, qui n'est pas parfait, mais dans lequel on arrive à se projeter, plutôt que d'essayer d'avoir l'indicateur de la mort qui correspond exactement à ce qu'on veut, mais qu'à l'arrivée, on aura du mal à comprendre ce qui se passe, et que si vous devez à chaque fois expliquer l'indicateur à quelqu'un, c'est souvent que ce n'est pas le bon indicateur. Et la partie auditable, c'est la fiabilité de la donnée. Est-ce que je vais être capable de retrouver comment ça a été fait ? Ça va être une question de confiance. Est-ce que je vais avoir ou pas confiance dans la donnée ? Et donc, si j'ai pas confiance, je ne prendrai pas la donnée.
Exemple, vous m'envoyez tous la réponse du questionnaire pour savoir si je suis le plus beau, et puis après, c'est moi qui vous donne le chiffre. En toute impartialité, bien sûr. Et jamais je tricherai et jamais je ne changerai les résultats. Bon, je prends un exemple extrême, mais donc si vous n'avez pas confiance dans la donnée, vous ne prendrez pas la décision. Donc, ça peut jouer par exemple sur la partie utilisateur, qualitatif. Si on n'a pas confiance, eh ben, on a tendance à ne pas le faire. Donc à propos de la mesure, il faut qu'elle soit fiable. Combien avons-nous besoin de mesurer? Donc ça, c'est la question qu'on se pose à l'avance. Donc souvent, quand il y a du volume, on peut savoir le résultat dans la journée. Si vous avez par exemple beaucoup de commandes, comme le site de cdiscount.com, et ben souvent, la plupart du temps, on sait assez vite si oui ou non on a atteint l'ambition. Après, il y a des fois ce qu'on appelle des choses exotiques. Donc, moi, avant, j'ai bossé dans la finance, on parlait de vanille et d'exotique. Vanille, c'est quand justement il y a beaucoup de volumétrie, un truc assez classique. Et exotique, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Bah là, des fois, il faut se dire, OK, on va attendre. Combien de temps tu veux attendre? 3 mois, 2 mois, 6 mois? Donc ça, c'est intéressant de se poser la question dès le début et de voir justement combien on a besoin. Donc combien de données on a besoin pour être capable de prendre une décision. On a besoin de 10, 100 000, à vous de voir. Et forcément, moins vous avez de données, plus vous avez d'incertitude sur le résultat de la donnée. C'est là où souvent je dis qu'on devrait avoir la marge d'erreur à chaque fois qu'on a une mesure. Parce que si je vous dis 10 plus ou moins 5, c'est pas la même chose que si je vous dis 10 plus ou moins 1 ou plus ou moins 0,0. Vérifiable. Comment les variables identifiées se prêtent-elles à la mesure? Est-ce que ça a été mesuré par d'autres? Est-ce que c'est historisé? Vraiment, est-ce qu'on va réussir à regarder si la data elle est bonne et crédible? Comment nos observations peuvent être trompeuses? Des fois, les dates et durées, comment elles ont été fixées? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui sont arrivés? Ce qui fait qu'à l'arrivée, des fois, on devrait se dire, OK, il y a eu un événement qui était non prévu, la data elle n'est pas fiable. Donc, on pourra quand même prendre une décision. Il ne faut justement pas se dire que c'est une décision basée sur la donnée. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? On a toujours nos 4 axes. Pourquoi on changerait? Donc là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la décision n'est pas la même. Sur la partie viabilité, donc on est au niveau du thème, donc de l'ambition du Big Rocks. La question qu'on va se poser, c'est de savoir si on va continuer là-dessus. Exemple que j'avais donné avec l'Allemagne. Si j'ai d'abord fait la partie je suis capable de livrer en Allemagne et que je vois que c'est un fail, je ne vais pas continuer sur la partie je vais gérer les tailles de vêtements pour les bébés avec le coût de l'âge par rapport au centimètre. Donc ça, c'est un exemple. En gros, en général, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas faire le thème d'après. Ça, c'est une décision qu'on prend au niveau viabilité. Sur la désirabilité, on est plus au niveau épique, lot de valeur. Donc on va livrer un lot de valeur. Donc c'est censé permettre un changement de comportement. Donc c'est quoi un changement de comportement? C'est auquel l'utilisateur peut faire aujourd'hui quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il aimerait bien faire. Et vu qu'on va lui livrer cette fonctionnalité, demain il pourra le faire. Et là on va regarder est-ce qu'il y a vraiment le changement de comportement. Et ça se trouve pas trop parce qu'on va se rendre compte qu'on a oublié un truc. C'est là où on va pouvoir faire de l'ajustement de fonctionnalité. Éventuellement on va rajouter un épique sur le thème pour dire OK, il y a du tuning à faire. Et c'est vraiment le type de décision qu'on va prendre. Après on peut aussi dire OK, on le fera pas. Mais en tout cas c'est ça qui nous permet d'apprendre et qui nous permet de voir l'usage par rapport à un lot de valeur. Sur la partie utilisabilité, c'est là où des fois on peut faire de l'ajustement d'ergonomie parce qu'on pensait qu'il allait faire A, B, C, D et en fait les gens ils font A, C, D, B. OK, on s'est peut-être gouré quelque part. On va aussi voir qu'il y a des échecs sur certaines pages qu'on n'avait pas anticipées. Donc là on va pouvoir ajuster. Donc là normalement c'est pas l'usage, c'est la capacité des gens à utiliser l'application. Et qu'est-ce qu'on va faire sur la partie technique? Là, on va regarder si oui, on apprend, si oui, ça tient la route. Et donc là, on va regarder les golden signals. Alors les golden signals, c'est plutôt fait sur la façon monitoring technique. C'est plutôt une vision négative. Est-ce qu'on va regarder s'il y a de la latence, quel est le niveau de trafic, s'il y en a beaucoup d'erreurs et s'il y en a de la saturation de ressources. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand on regarde la latence, en fait, on est en train de regarder si notre produit a une bonne performance. Après, sur la partie trafic, on va regarder nos volumes. Est-ce qu'on tient bien la charge? Sur la partie taux d'erreur, en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est la partie disponibilité. Est-ce que finalement, mon appli est disponible et mon appli ou mon produit. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Et sur la partie saturation, donc on est en train de regarder les ressources. Est-ce qu'on a les bonnes ressources? Et là, limite, je pourrais diverger en disant, ça se trouve, des fois, j'ai trop de ressources. Et c'est là où je pourrais parler d'éco-conception par rapport à ce dont j'ai besoin. Et donc là, on va ajuster ça. Donc, il y a aussi de l'apprentissage sur la partie technique. Et je clôt la boucle des vidéos sur l'approche produit avec la vision d'ensemble et les détails. À ce moment-là, en gros, j'ai appris pas mal de choses. Et si vous voulez, vous pouvez recommencer la partie product stratégie parce que tout ce que vous venez d'apprendre là, ça va vous servir aux prochaines étapes, au prochain sujet. Merci.